La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bonjour à tous, bon matin et bienvenue à cet 21e épisode de la pause TI Novipro. Le sujet aujourd'hui va être les TI à la consommation. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient jamais participé à une pause TI, le concept est assez simple. En ce temps de télétravail depuis maintenant quelques mois, ça nous manquait un peu d'avoir une discussion autour du café, autour de la pause du matin, donc 10h30. Sujet d'actualité, dans notre cas, ça sera plus dans notre cas, le concept est plus vers les TI. Ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous mon collègue, donc Michel Lamarche, qui est concepteur de solutions infrastructure. Bon matin, Michel. Bon matin. Bon matin. Et nous avons aussi une grande première, un partenaire avec nous, donc HPE. Nous avons Kevin Duick, spécialiste Green Lake. Bon matin, Kevin. Bon matin, JS. Bon matin, Michel. Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, juste aussi pour parler du concept, évidemment, nous, on se prévoit une quinzaine de minutes pour parler des TI à la consommation ce matin. Mais on vous invite également à poser des questions. Soyez sans gêne. Vous avez un petit onglet questions et réponses pour aller chercher des éclaircissements ou avoir des réponses à vos questions. Utilisez cet outil-là. Ça nous fera plaisir d'y répondre au courant ou plus vers la fin de cette petite présentation. Donc, lançons-nous. On va commencer par une question assez compliquée, Michel. C'est quoi les TI à la consommation, finalement? Oh, les TI à la consommation, c'est la réponse à la problématique classique des gens en informatique. On nous demande de fournir un système avec une pérennité, 3 ans, 5 ans, d'être devin de la capacité que ça va prendre, en ayant une définition plus ou moins complète des requis, auquel se rajoute aujourd'hui le besoin de flexibilité des entreprises qui fait que est-ce que le système va continuer à servir ce besoin-là, d'autres besoins? Si on était chanceux, à peu près une fois sur 20, on avait la bonne capacité et les bons équipements au bout de 5 ans. La réalité, c'est que on avait plus souvent qu'autrement des systèmes qui étaient plus ou moins appropriés pour la fonctionnalité rendue à cette fenêtre-là, puis il faut trouver une approche pour régler cet aspect-là pour la business. Sans ça, on est juste un centre de coût, puis rien d'autre. OK, puis dans le fond, tu as parlé de flexibilité, d'agilité, tout ça. Est-ce que l'info nuagique, public dans ce cas-ci, peut être une réponse à cette problématique-là? Je sais pas si... Toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, l'info nuagique publique peut être une réponse et ça l'a souvent été, je dirais, il y a encore pas mal de temps. Mais le souci de l'info nuagique publique, on s'est rendu compte au fil des cas que finalement ça répond pas à tous les besoins des entreprises, que l'info nuagique publique a beaucoup de limitations finalement. Il y a des côtés financiers, des côtés légaux qui permettent pas à l'info nuagique de répondre aux besoins des entreprises. On peut évoquer par exemple tout ce qui peut être qu'on appelle les coûts cachés liés au cloud public. Dès qu'on va bouger des instances, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on peut pas prévoir d'un côté financier, mais aussi surtout lié à certaines industries, à certains verticaux, qui fait que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas bouger une partie de leur charge de travail dans le cloud public et donc ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages liés à l'info nuagique public. Donc on sait bien l'agilité, la flexibilité des coûts également. Donc c'est une réponse, mais en partie. Dans le fond, Michel, je comprends la réponse de Kevin, mais j'imagine, Michel, de ton point de vue, aussi, l'info nuagique publique peut amener certaines contraintes, un peu comme Kevin disait par rapport aux industries. Mais y a-t-il d'autres contraintes qu'on peut aborder par rapport à ça? Oui, par exemple, dans le monde des finances puis de l'assurance, ces gens-là ont fait une grande modernisation des systèmes frontaux. Ce que les gens voient quand ils se connectent à partir de l'Internet, qui est très approprié à un mode infonuagique. Par contre, on trouve encore à ce jour une grande partie des services
derrière tout ça, qui sont déployés sur des technologies qui sont plutôt anciennes ou avec des interfaces intersystèmes qui permettent pas de facilement fonctionner en mode infonuagique. Disons qu'on est loin des microservices, des containers dans la plupart des cas. Puis ça fait qu'on ne peut pas se déployer 100% public. L'autre irritant fréquent, c'est l'entreprise qui a acheté un système qui était très bien à l'époque, mais qui s'est lancé dans les adaptations locales avec grande envergure, beaucoup de codes rajoutés, beaucoup de non-commonalité avec le package initial. Puis là, on se retrouve avec quelque chose qui est très custom. Puis on a défini les processus de l'entreprise autour de ça. Fait que le remplacement d'un tel système, on s'en doute, ça se fait pas en quelques semaines ou quelques mois. On parle de plusieurs années. Souvent, il faut retourner même dans la définition de ce que le produit ou le service devra faire. Fait que les aspects technologiques, c'est souvent les aspects les moins difficiles de ces transitions-là. Puis c'est là qu'il faut faire attention à ne pas sauter trop vite dans le bateau. Je comprends. Dans le fond, on vient de voir que l'infonuagique public a des contraintes. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais y a-t-il un pourcentage d'infra on-prem ou d'applications on-prem pour les entreprises? Je lance ça comme ça. Je ne sais pas si c'est un piège. Là, ouais, Michel, si je peux peut-être prendre cette question. On s'aperçoit aujourd'hui justement qu'à cause de toutes les contraintes de conformité, de souveraineté des données, etc., on s'aperçoit aujourd'hui que à peu près plus de 70% des applications restent sur site chez le client, donc soit dans leur data center ou soit dans leur salle informatique, justement parce que la régulation de leur business ne permet pas d'héberger une partie de l'infrastructure dans l'infonuagique public. Donc 70%, c'est énorme. Sont souvent des applications vraiment qui sont très core business, qui ont des besoins de performance également. Donc le fait que les entreprises puissent garder leur infrastructure à côté va permettre justement de matcher avec les attentes et les exigences liées à la législation, à la régulation, on en a parlé, mais qui est liée vraiment à leur business. Donc c'est là effectivement où les TI à la consommation vont permettre d'apporter une vraie valeur ajoutée, puisque ça va permettre de répondre à ces besoins-là, mais tout en permettant aux entreprises de bénéficier des avantages de l'infonuagique public. Donc, on en a déjà parlé, hein, la flexibilité, l'agilité, etc. Donc, c'est ça. Fait on a vu que dans le fond, tu avais d'un côté pas l'ensemble des applicatifs qui sont pas nécessairement toujours cloud native ou cloud ready. De l'autre côté, on a vu que 70% des applications sont on-prem. Fait que dans le fond, le juste milieu, comme tu viens de dire, Kevin, c'est les TI à la consommation. Mais ça implique-tu d'autres choses, ça, Michel, dans le fond? Oui, pour arriver à faire cette migration-là, qui, on se le cachera pas, n'est pas une migration de fin de semaine ou de fin de mois, il faut déployer une infrastructure hybride. On a besoin d'avoir une partie dans le cloud public. On a besoin d'avoir un élément d'infonuagique on-prem. Et cet élément d'infonuagique on-prem est la passerelle avec les systèmes classiques conventionnels qu'on peut pas migrer rapidement. C'est comme ça qu'on va aller chercher une composante à la consommation. C'est comme ça qu'on va aller chercher la flexibilité de déplacer des charges, de remplacer des charges, des services. Ça va délivrer un environnement cloud tout en étant on-prem et tout en supportant les antiquités que la BESUS va nous imposer à maintenir dans le temps. On ne se cachera pas, c'est un défi important. Kevin, tu nous parler un peu de la solution GreenLake que vous apportez au marché? Oui, volontiers. Michel, merci pour la question. Écoute, HPE a lancé la solution GreenLake il y a peut-être maintenant un peu plus de 3 ans. Et l'idée de GreenLake, c'est donc d'offrir la flexibilité de l'infonuagique public, mais dans les infrastructures physiques du client, justement pour répondre à toutes ces problématiques auxquelles font face les entreprises, ou alors les problématiques qui ne sont pas résolues par le cloud public. Donc l'approche de GreenLake, c'est vraiment de changer l'approche des clients, l'approche qu'ils vont avoir avec leur infrastructure physique.
Jusqu'à il y a encore très peu de temps, dès qu'on avait un projet, dès qu'un client discutait d'un projet, il s'agissait d'acheter du hardware, de définir ensemble ce qu'on appelle des bill of material. Il fallait dealer avec les temps de fabrication, de livraison, d'installation. On avait un go-to-market qui était très très long. Là, aujourd'hui, avec la solution GreenLake, ce sont des choses auxquelles on va pouvoir répondre de façon très très rapide, puisque l'approche et la discussion qu'on va avoir avec nos clients va complètement changer. On va plus parler finalement de matériel et de hardware, mais on va parler de charge de travail. Donc la discussion va complètement changer. Là où on va faire une différence, c'est que l'idée est de savoir finalement, monsieur le client, quelle est l'application que vous voulez faire tourner, quels sont les objectifs que vous vous fixez, et nous voici les charges de travail qu'on va vous mettre à disposition dans votre data center ou dans votre salle informatique sur une infrastructure physique HPE, mais d'une façon très flexible. Bien évidemment, l'avantage de GreenLake, c'est que le client finalement va ne payer les charges de travail qui ne sont consommées uniquement, donc plus d'over-provisioning. On sait bien souvent qu'il faut acheter le matériel nécessaire pour pouvoir se projeter sur les 3, 4, 5 années à venir, de façon à amortir aussi son investissement conséquent. Et là aujourd'hui, et grâce à ça, on va pouvoir aussi générer des économies. On sait qu'aujourd'hui, le cash est clé pour toutes les entreprises, surtout avec cette situation de pandémie dans laquelle on vit tous. Donc, on va pouvoir préserver le cash des entreprises, mais on va leur permettre en même temps de se transformer, de se digitaliser. Je pense que c'est important. Toutes les entreprises ont pris conscience aujourd'hui, à cause ou grâce à cause plutôt de cette pandémie, mais qu'il faut prendre le virage du digital. Et donc là, GreenLake va vraiment apporter cette flexibilité pour que chacun puisse prendre ce virage. Tu m'excuseras, Kevin, c'est peut-être mon manque de connaissances, mais tout ce que tu viens de dire, là, GreenLake, c'est vraiment on-prem, c'est sur site. Il n'y a pas de cloud là-dedans. Exact. Donc finalement, en quelque sorte, le message, c'est de dire que le cloud, on l'apporte chez vous. Donc votre infrastructure sera chez vous, dans votre data center. Vous pouvez y avoir accès quand vous souhaitez. Alors, à la seule différence que finalement le matériel n'appartient pas au client et reste la propriété d'HPE, puisque finalement, ce qu'on va fournir, ce sera du service basé sur une infrastructure physique dédiée au client. Mais ce qu'on va fournir, c'est surtout du service, donc des SLA, des KPI, de la performance. Donc oui, je te confirme, JS, c'est vraiment sur site ou dans le data center, dans la salle du client. OK. On a une question ici. Puis d'ailleurs, je vais profiter du moment. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à les poser. Nos experts sont là pour y répondre. Donc, on a Stéphane ici qui pose une question. Kevin, je m'essaye. Est-ce qu'une telle approche, dans le fond, sur serveur HPE, tout ça, ne nous coince pas dans les produits d'un seul manufacturier? Alors non, pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a signé un nombre de partenariats assez conséquents avec des manufacturiers tiers. Alors pour pas les citer, on peut parler de Google, de Nutanix, de SAP par exemple, qui sont des éditeurs ou des manufacturiers qui ont choisi GreenLake pour pouvoir proposer également leurs solutions à leurs clients dans ce mode à la consommation. Donc non, il y a un portefeuille aujourd'hui qui est très large d'offres qu'on peut fournir à la consommation, basé sur les technologies HPE, bien évidemment, mais qu'on peut associer avec d'autres vendors, d'autres manufacturiers, bien sûr. OK. Donc, Stéphane, j'espère que ça répond à votre question. Donc, HPE, c'est assuré d'avoir un éventail de partenaires pour justement ne pas se limiter comme ça. Monique, bon, maintenant qu'on part, j'imagine, je vais essayer de rephraser un peu la question. Donc, si on part from scratch, permettez-moi cet anglicisme, ça semble un peu complexe comme modification, comme évolution, ou du moins à première vue. Donc, c'est quoi les procédures, le processus à suivre pour limiter les risques de se planter? On va dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Oui, je peux prendre cette question-là, Jean-Sébastien. La première étape importante, c'est qu'il faut faire un shift dans notre façon de réfléchir et de penser au système. Il faut plus penser en termes de
de quincaillerie de produits. Il faut penser en termes de services que la business a besoin. Une fois qu'on a fait ça, ça nous prend une approche basée sur les besoins d'affaires plutôt que les besoins technologiques. C'est vraiment le besoin d'affaires qui est l'élément qui déclenche tout le reste. Puis dans l'aspect technologique, ça va être basé plus sur le requis applicatif que de l'infrastructure. Puis après le requis applicatif, c'est la donnée. L'infrastructure devient presque transparente dans le contexte. On livre des services avec une capacité XYZ puis un SLA. Il faut découvrir rapidement les conditions actuelles de l'entreprise du parc applicatif. Il faut comprendre ce qu'il y en est. Il faut aussi comprendre la maturité de l'entreprise à faire cette réflexion-là. On va évaluer rapidement pour trouver des quick wins. La business, dans les circonstances économiques aujourd'hui, il faut pouvoir démontrer rapidement qu'il y a quelque chose de rentable dans ça. On ne les embarquera pas dans un processus de 5, 6, 7, 8 millions de dollars sur un vœu pieux, dire on va au bout de la ligne, là, ça va être rentable. Il va falloir leur démontrer, on va identifier des quick wins. Par la suite, on va faire du deep dive dans le code puis dans les données pour vraiment bien planifier le reste de la transition, selon les 6 R qu'on connaît de l'info nuagique. Retirer le produit, réacheter un produit équivalent ou une version différente, changer la plateforme, si c'est du code maison, reviser le code pour le développer en microservice ou autre truc. Garder ce qui est là. La réponse peut être de garder ce qui est là pour certains services. Parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop complexe, parce qu'on peut pas le faire dans un temps raisonnable. Il faut que le livrable final soit automatisé au maximum. Ça, c'est la clé de voûte. Vous voulez pas partir d'une situation manuelle à une situation manuelle. Puis quand on parle d'automatisation, on en parle tant dans les aspects technologiques que dans les politiques de gestion qui mènent à ces choix-là. Il faut que ce soit consistant, il faut que ce soit constant. Par la suite, il faut s'assurer que tout ça est stable. Tout bon projet informatique d'envergure, on le sait, ça prend une phase de stabilisation. Puis c'est pas parce que c'est tout nouveau, tout beau que c'est plus simple avec ça. Puis après ça, il faut garder en vue que c'est un phénomène évolutif, l'ensemble de cette plateforme-là, parce que les besoins de l'entreprise changent et changent de plus en plus rapidement aujourd'hui. Fait que ça prend de la rétroaction dans le processus. C'est ça qui va faire qu'on ne se plantera pas dans un processus de transformation et de migration comme ça. Merci Michel pour cette réponse bien étoffée. Dans le fond, j'espère que Monique, ça a bien répondu à votre question. Écoutez, on a dépassé notre 15 minutes, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour essayer d'y répondre. Donc, je vous laisse quelques minutes encore, quelques secondes pour poser des questions si vous en avez d'autres. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, donc on laisse une petite trentaine de secondes. Mais entre-temps, si vous avez des questions que vous voulez prendre offline, l'équipe de Novipro est bien évidemment là pour y répondre. Donc, j'affiche à l'écran les coordonnées de Michel et de Kevin. Donc, sentez-vous à l'aise de communiquer avec eux en cas de besoin. Sinon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on vous remercie grandement pour votre temps ce matin. Un petit 15 minutes, pause café, pause TI. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à aller revoir toutes les pauses TI. On les fait à chaque jeudi live, mais vous pouvez les voir en balado. Donc, on vous invite à aller sur l'adresse en bas, le hub.novipro.com. Vous allez voir, il y a un petit onglet pause TI. Donc, vous allez pouvoir toutes les réécouter. Donc, 21 épisodes en date d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les écouter pour vous informer. Et sinon, Michel, Kevin, un gros merci. Ça fait une expérience très agréable et on se revoit à tous la semaine prochaine. Donc, passez une excellente journée. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.